Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons reprendre notre colloque, s'il vous plaît. Je vais donc vous demander de bien vouloir rejoindre vos places. De toutes les manières, il n'y a plus de café, il n'y a plus de chouquette, il n'y a plus de croissants, c'est terminé, il va falloir attendre le déjeuner. Allez, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, on rentre. Allez, allez, c'est terminé, on rentre. Allez, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, c'est la fin de la récréation. Ah, on essaye, c'est compliqué. Ouais, mais j'y tiens, j'y crois. Allez, mesdames, messieurs, ne me forcez pas à sévir. Allez, allez. Allez, mesdames, messieurs, il n'y a plus rien, il faudra attendre le déjeuner. C'est terminé. Allez, on rentre en place, merci. Alors, j'espère, mesdames, messieurs, ceux qui sont en ligne, vous avez pu vous restaurer. Chez nous, c'est terminé, il n'y a plus rien. Il y a eu razzia sur le buffet. Allez, les derniers. Alors, mesdames, messieurs, nous continuons notre matinée et nous allons accueillir François Dubois. François Dubois va nous parler de la relation entre Jean-Louis Lemoigne et l'AFCET, Association française cybernétique économique et technique, dans les années 75 à 95. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir François Dubois. Il est où, le François? Il est là? Eh bien, François, venez sur scène, s'il vous plaît. Je vais donc vous présenter, vous êtes mathématicien appliqué, professeur des universités au CNAM, animateur d'un café mathématique à Paris. Ah là, je serais très curieux. Vous êtes membre de l'AFCET. C'est ce soir. C'est ce soir. Place à Doménil, au café Aïr Ona, 20h. Bon, on y sera alors. Il la représente auprès du réseau MCX depuis le décès d'Evelyne Androuski en 2007. Ces rencontres régulières lui ont permis d'entrer en relation avec Jean-Louis Lemoigne, échanger sur ses passions et ses combats. Vous êtes président de l'AFCET depuis 2011. Votre dernier ouvrage, Fracta Quantum, La nature est-elle quantique à toutes les échelles, est paru dans le cadre de la collection de l'AFCET, Systema Libri. François, c'est à vous. Merci pour l'introduction. Merci à Dominique Genelot de son invitation. Très sympathique, et puis je suis vraiment très ennuyé parce que je vais parler d'un sujet que je ne connais absolument pas, puisque je n'étais absolument pas dans les systèmes de 75 où j'étais encore en culotte courte, à 95 où j'ai rencontré une personne qui a commencé à m'initier un peu. Donc j'ai demandé à mes amis du CA de l'association que je préside de m'aider. Donc ils sont un peu plus seniors que moi, avec Jean-Paul Bois, Daniel Boursier et Gérard Donadieu, qui, ce que je dis, c'est en fait leur message. Donc je vais vous rappeler un certain nombre de choses sur l'AFCET, celle qu'on appelle entre nous la vieille AFCET, AFCET sans S, qui était une grosse association créée en 68, qui avait 6 collèges sur l'automatique, la bureautique, la gestion et l'information, l'informatique, les mathématiques appliquées et la systémique, le collège de systémique. Alors là, je ne vois plus. Voilà, c'est bon. Et donc, il y avait des groupes de travail sur ces différents sujets et qui organisaient un certain nombre de colloques. Elle était reconnue d'utilité publique et c'était une grosse association, 4500 membres en 85. Et puis ensuite, je ne parlerai pas des difficultés qu'elle a rencontrées, mais elle a dû être dissoute en 1997. Donc, je commence par un souvenir de Gérard Donadieu qui était très proche de François Péroux, qui était un économiste qui avait fondé l'Institut de sciences économiques appliquées de Paris. Ils avaient rajouté le mot mathématiques après, qui avait enseigné aux universités de Lyon et de Paris, et surtout au Collège de France jusqu'en 1974. Et donc, Gérard nous a dit combien il avait été très impressionné par la prestation que Jean-Louis avait faite au séminaire du Collège de France
C'était avant la parution du bouquin en 77, et on a discuté tous les deux sur les dates parce que François Pérou n'était plus professeur actif à partir de 74, mais le séminaire a continué. Donc probablement l'intervention qui a beaucoup impressionné Gérard, c'était en 77. Gérard Donadieu, qui n'est pas encore nonagénaire, il avait lu déjà Ludwig van Bertalanffy, Edgar Morin, et il avait été très impressionné par l'exposé de Jean-Louis. Donc ce n'est pas tout à fait dans le cadre de l'AFSET, mais c'est contemporain. Ensuite, en ce qui concerne l'AFSET, il y a tout un pan sur lequel j'aurais voulu vous en dire un petit peu plus, mais je n'ai pas eu l'information. C'était la façon dont Jean-Louis était, je dirais, manager de l'ancienne AFSET. Il était rédacteur en chef de la revue Interface, qui permettait de faire le lien entre les adhérents. Et donc là, il y a tout un pan dont je ne peux pas vous parler, mais qui serait sûrement intéressant à étudier également. Alors, je vais évoquer un colloque qui avait eu lieu à Cerisy en 86, perspective systémique. Alors, il y a eu un colloque d'évoqué à Cerisy, mais je pense que c'était un autre un peu plus tard. Hein, c'était 2005, donc il y en a eu un autre un peu plus tard. Et donc, il était animé par Bernard Polleret, donc il a donné lieu à un bouquin publié en 89. Quel apport de la systémique, au moins, qu'est-ce qu'on en attend? Est-ce qu'elle conduit ceux qui s'en inspirent à modifier leur vision du monde? Dans quelle mesure améliore-t-elle les possibilités et les stratégies d'action? Quelles illustrations et quels exemples spécifiques pouvons-nous apporter de sa fécondité? Comment nous permet-elle d'identifier les effets pervers auxquels on est parfois associé? Et moi, ce qui m'impressionne, c'est ce liste de gens qui ont planché pendant cette décade à Cerisy. Donc, je les ai mis dans l'ordre de présentation au fur et à mesure du colloque, avec Gilbert Chauvet, Marcel Loquin, Jean Petitot, Éric Guignard, Marie-Claire Dupré, Miora Muller-Schechter, Robert Vallée, Bernadette Bouchon, Jacques Lorigny, Bernard Valisère, Pierre Vendriès, Lars Lovsgreen, Jean-Pierre Dupuis, René Thom, Thibaut Moulin, Evelyne Andrievski, qui avait fait le lien entre le NCX et puis l'AFSET et moi-même, Pierre Delatille, Alain Leméoté, Christian Mirard, Jean-Louis Lemoyne, Jean-Claude Tabary, Jean-François Kilissi, Hervé Guyader, Élie Bernard Veil, Anton Brender, Jean-Claude Lévy, Yves Guillaume, Alain Régnier et Jacques Mélez, donc excusez du peu. Ça a donné lieu à un bouquin, Systémique et cognition, préfacé par Bernard Polleret, avec un article de Jean-Louis Lemoyne sur les fondements épistémologiques de la science de la cognition, contribution de la systémique au constructivisme. Je passe sur les autres interventions. Je pense que les planches seront par ailleurs disponibles. Hop, ça marche ça? Oui, c'est bon. Voilà, et Jean-Louis avait la passion, ça n'a pas encore été dit ici, mais il avait la passion des notes de lecture. Et il a fait aussi une note de lecture sur ce bouquin dont il était par ailleurs co-auteur. Et donc on peut lire sa note de lecture en disant que Evelyne Andrievski avait su motiver quelques-uns des animateurs du programme SCX et du collège de systémique, devenu Systémique et Cognition de l'AFSET, pour produire un nouveau manifeste qui serve de contrepoint à l'orthodoxie réductionniste qui se manifeste si triomphalement depuis 88-89, mettre en évidence la complexité de la connexion et la fécondité de cette problématique. Donc c'est un extrait d'une note de lecture de Jean-Louis. J'en suis déjà là? Hop, voilà. Okay. Alors ensuite, à l'AFSET, il y a depuis moins d'une dizaine d'années, c'est pas tout à fait achevé, mais on a fait le gros travail, à l'AFSET avec un S, hein, c'est la petite association qui lui a succédé, qui lui a pas succédé, peu importe, mais on a fait un gros travail de scanner la revue internationale de systémique qui avait été très très prolifique pendant une bonne dizaine d'années, et donc on a un certain nombre d'articles de Jean-Louis Lemoyne qui sont absolument disponibles en ligne depuis bientôt 10 ans. Concernant l'actualité de la téléologie, le concept scientifique par excellence qui date de 87. Nouvelles sciences sont bien des sciences, repères historiques et épistémologiques, 87. Systémographie de l'entreprise, 87 encore. Quelle épistémologie pour une science des systèmes naturels qui sont, avec cela, artificiels, 89. Systémique et complexité, étude d'épistémologie systémique, des méthodes de pensée qui conviennent, présentation de systémique et complexité, ça c'est 90. Conception de la complexité et complexité de la conception, 90, avec Magali Orillard, préface et réouverture, c'était sur un numéro spécial.
Un autre article de 92, du parce que au afin que, de la triste querelle du déterminisme à la joyeuse dispute du projectivisme. Les sciences de l'ingénierie sont des sciences fondamentales, donc ça a été répété ce matin, contribution à l'épistémologie de l'ingénierie, l'intelligence stratégique de la complexité, en l'attente de bricolage et de bricoleurs, 95. Image. Alors ensuite, il y avait un certain nombre de comptes rendus d'ouvrages, donc il faisait des notes de lecture d'un ouvrage de Morgan, Image of Organization, un ouvrage de Jean-Louis Vullerme, Le concept de système politique, de Théodore Ivanier, L'interprétation des faits en droit, Dominique Lecourt, Contre la peur de la science à l'éthique, Une aventure infinie, un ouvrage collectif du CNRS sur le carrefour des sciences, l'interdisciplinarité, et l'ouvrage de Simon sur Model of My Life, une autobiographie de Simon qui était parue dans les années 90. Donc j'ai indiqué le chemin pour arriver jusqu'au fichier HTML qui permettent d'accéder à ces différents articles. Alors là, je vais parler un tout petit peu de quelque chose qui n'est pas directement lié à l'AFSET, mais c'était l'information qui m'a été transmise par Daniel Boursier, puisque en 99, donc c'était après l'ancienne AFSET avec un C n'existait plus formellement, il y avait eu tout un colloque, un hommage à Lucien Mehl, Savoir innover en droit, concept et synthèse, et donc c'est un ouvrage que Daniel Boursier a édité, a joué le rôle d'éditeur scientifique. Et donc, il faut dire un tout petit peu qui était Lucien Mehl, qui a ensuite été le premier président de la nouvelle AFSET régénérée à partir du Collège de systémique. C'était un conseiller d'État. Et puis, en fait, c'est lui qui a conçu Légifrance. Hein. C'est quelqu'un qui a théorisé les liens entre le droit et l'informatique. Et donc, Daniel Boursier a été dans sa suite. Et donc, il avait fait un papier dans ce bouquin sur la décision publique en démocratie. Rheteur, revenez vite. Et donc, ça, c'était dans une quinzaine de pages dans ce bouquin-là. Et je peux témoigner, en tant que président de la nouvelle AFSET, on avait régulièrement des échanges par courrier électronique où il m'écrivait « Est-ce que j'ai bien payé ma cotisation de la nouvelle AFSET ?» dont je ne parlerai pas plus, et qui était extrêmement intéressé à ce que, même si nos associations étaient parallèles, sans beaucoup de points de branchement, continuaient à vivre, et réciproquement, j'étais heureux de venir de temps en temps aux réunions du groupe MCX. Et vraiment, je n'ai pas parlé assez longtemps. Je termine avec quelque chose qui est un petit peu hors du sujet, mais ce sont des photos magnifiques qui ont été faites par Jean-Paul Bois lorsque j'avais invité Jean-Louis au groupe de travail que j'animais au CNAM qui s'appelait Modélisation des systèmes complexes. Donc moi, comme quelqu'un qui n'a pas forcément une très grande culture sur le sujet, j'avais proposé de créer un groupe qui s'appelait comme ça. Et Evelyne Andrievski me dit « Mais tu n'y songes pas, c'est le domaine réservé de Jean-Louis Lemoigne !» Je lui dis « Bon, on va l'inviter. » Voilà, et donc c'est ce qui s'est passé. On avait une très très belle séance où nous avait parlé des principes de la modélisation. Bien sûr, l'exposé est disponible en ligne, mais je suis au-delà de mon sujet, c'est-à-dire la période où Jean-Louis Lemoigne s'était investi dans l'AFSET, la grande AFSET, celle qui a disparu avec le siècle dernier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Merci. Attendez, je vais prendre le micro là pour pas qu'il tombe. Et merci d'avoir fait moins de temps. Alors maintenant, nous allons continuer avec un deuxième thème, l'irréductible. L'irréductible est un exposé qui va être fait par Robert Delorme. Alors Robert Delorme est un professeur émérite des universités, chercheur en sciences économiques et théorie de la complexité. Vous avez rencontré Jean-Louis Lemoigne une première fois par l'esprit, en 1977, autour de la théorie du système général, puis une deuxième fois peut-être plus en réalité, en 1991, et la modélisation des systèmes complexes, en une collaboration du coup amicale et ininterrompue. Votre dernier ouvrage paru, La complexité autrement, dispositif cognitif comportemental d'action en situation complexe. Robert, nous vous écoutons. Prenez un micro, voilà. Merci de votre introduction. Bonjour à tous. Mon propos porte sur l'irréductible chez Jean-Louis Lemoigne, pas en général. Donc je vais me limiter à cet aspect-là, limiter si on peut dire, parce que chez Jean-Louis Lemoigne, j'ai découvert que c'est un aspect fondamental. Pourquoi parler de l'irréductible plutôt que de la complexité ?
D'abord, l'irréductible, ça n'est pas très sexy comme terme. Bon. Il y a des termes qui poussent plus à l'appétit qui nous attend dans quelques minutes. J'ai découvert que l'entrée par l'irréductible permet de comprendre une différence entre la conception de la complexité chez Jean-Louis Lemoigne et la conception courante. Et j'ai découvert également l'association avec Edgar Morin à ce propos. Et donc, dans ce que je dis, il y a un présupposé. Le présupposé, c'est qu'il est possible de parler de l'apport de Jean-Louis Lemoigne en mettant un peu de côté la complicité avec Edgar Morin. Et cette complicité, elle remonte, selon moi, c'est Jean-Louis qui me l'a dit lui-même, en 1977, à la fin de l'année, lorsqu'il a eu à présenter la communication de Morin au congrès de l'AFSET sur, j'ai le texte ici, la modélisation et maîtrise des systèmes techniques, économiques et sociaux. Edgar Morin était absent. Et il a été demandé au président de la session, dans laquelle il devait intervenir, de lire sa communication. Le président, c'était Jean-Louis Lemoigne. Et il m'a raconté plusieurs fois la tête que faisait le public à la lecture de Le système, paradigme et théorie. C'était ça le titre de la communication de Morin. Je me suis rendu compte dans mon travail que là, on a une coïncidence, 1977, publication de la théorie du système général, publication du tome 1 de la méthode, et avec le recul, je ne veux pas être trop dans l'emphase, mais là, on a un véritable Big Bang de la pensée complexe. C'est vraiment un Big Bang. Après, il y a une distinction à introduire, me semble-t-il, qui n'existait pas auparavant. Le Big Bang avait été préparé. Comme vous le savez, le Big Bang a eu un avant, quand même. Et l'avant, ça avait été, en fait, Niels Bohr et Heisenberg, 1927, pour Niels Bohr, la conférence de Côme, en l'honneur du 100e anniversaire de la mort de Volta. Bon, je passe sur ça, mais j'ai été frappé, vraiment, j'ai beaucoup appris en préparant cette présentation, j'ai été frappé de l'importance que cette lignée a dans ce que on peut dire, me semble-t-il, ensuite de tout cela. Alors, pourquoi l'irréductible plutôt que la complexité? Eh bien, parce que l'irréductible permet de comprendre le fait que... Alors, je vais... Parce qu'il y a plus dans la complexité de Jean-Louis Lemoigne et de Morin que la complexité phénoménale de sens commun, c'est-à-dire enchevêtrement élevé et intrication. Alors ce plus réside dans le caractère paradigmatique, épistémologique, sur lequel a beaucoup insisté Morin dans sa communication dès 1977, qui d'ailleurs est reprise comme un des chapitres de Science avec conscience. Complexité au principe de l'élaboration et organisation de notre connaissance, intelligence, de la complexité de phénomènes et systèmes complexes. D'où la distinction que cela suggère entre complexité phénoménale, c'est Morin qui introduit ce terme, ou restreinte, Morin, et complexité paradigmatique épistémologique ou générale, Morin. J'essaie d'avoir la suivante. Elle ne vient pas? Oui. Ah. Je suis allé trop vite. L'irréductible à la racine de la complexité, irréductible, ce qui ne peut être réduit à un degré satisfaisant sur un plan général.
Le choix du substantif plutôt que irréductibilité, parce que irréductible ajoute une connotation dynamique, me semble-t-il. Ce qui résiste à l'action de réduction. Et donc ici, on a un marqueur de distinction, et me semble-t-il quelque chose qui peut suggérer une manière de positionner le courant de la pensée complexe et la complexité qu'il contient, et la manière dont complexité, d'une manière commune, est reçue dans les sciences de la complexité, les simulations diverses, les phénomènes d'ailleurs d'irréductibles qui se produisent avec les dynamiques non linéaires, les phénomènes d'émergence, l'effet papillon, etc., etc. Ils sont phénoménaux. La grande question, c'est où est le questionnement épistémologique derrière cela? Et c'est ça qui est présent également dans des manifestations d'irréductibles. Donc on trouve chez Jean-Louis Lemoigne des phénomènes perçus complexes, irréductibles donc à un modèle, etc., dans la théorie du système général, irréductibles à la prévision certaine de leur comportement dans la modélisation des systèmes complexes, et l'attitude épistémologique induite. Alors, ça différencie par rapport à l'irréductible qu'on pourrait appeler classique, phénoménal, dont les effets d'émergence et autres dont j'ai déjà parlé, en l'absence d'un questionnement épistémologique derrière. Et il y a aussi un irréductible avéré, concret, de phénomènes complexes, dont des exemples sont ceux sur lesquels j'ai travaillé. Par exemple, en ce qui concerne la pandémie de Covid-19, on parle beaucoup de la manière dont elle a pu être traitée, enrayée. On ne parle jamais des raisons pour lesquelles la prévention de la pandémie a été un échec. Elle a apparu, la prévention, donc irréductible, en dépit des travaux depuis des années et des années d'épidémiologistes internationaux qui annonçaient la possibilité proche d'une pandémie. Alors, un autre exemple sur lequel j'ai travaillé beaucoup, c'est l'écart de sécurité routière entre la France et la Grande-Bretagne. Là, on est sur un problème concret. Depuis le début des statistiques d'accidents de circulation routière, c'est-à-dire les années 1950, qui permettent de faire la comparaison, l'écart de mortalité par accident de la route entre la France et la Grande-Bretagne est resté constant, aux alentours de 2. Chaque fois que nous prenons notre auto en France, nous avons 2 fois plus de risques de mourir d'un accident de circulation qu'en Grande-Bretagne. Question, quelle est la source de cette constance? Malgré les gains de sécurité routière réguliers qui ont été réalisés en France. J'ai travaillé sur cela avec un expert de l'École des Ponts et de ce qui s'appelait l'Institut national de la sécurité routière. Mathématiquement, la différence se calcule et donc, en quelque sorte, s'explique, entre guillemets. La principale différence, c'est la vitesse. La vitesse moyenne en France est plus élevée qu'en Grande-Bretagne, indépendamment des aspects du type « en roulant à gauche, le cerveau s'adapte plus facilement », etc., etc. Donc, durant la conduite de ce projet de recherche, j'ai un ingénieur général des ponts qui soutenait cette thèse. Les Anglais ont le même cerveau que nous, mais du fait qu'ils roulent à gauche, il y a une prédisposition du cerveau pour faciliter, etc. Je n'insiste pas sur cet aspect-là. Alors, c'est là qu'on se rend compte que s'intéresser à pourquoi cet écart apparaît irréductible. C'est subversif. Pourquoi c'est subversif? Parce qu'en dépit des explications quantifiées, prenant des facteurs dont le principal est la vitesse,
il y a quelque chose qui échappe au travail quantitatif. Ce quelque chose, il est naturellement qualitatif et il vient de la gouvernance et de différences dans la gouvernance de la sécurité routière entre la Grande-Bretagne et la France. Ces différences, elles tiennent au degré de professionnalisation des acteurs, à l'intégration des forces de police. En Grande-Bretagne, il existe une force de police. En France, il y a les CRS, la gendarmerie, la police nationale. Et je peux vous dire que pour avoir assisté à une foule de colloques, j'ai aussi assisté à des engueulades entre eux. Bien, il y a une rivalité entre les forces de police et il n'y a pas d'évaluation. Donc ça, c'est un problème de gouvernance. C'est subversif parce que ce rapport, ça a donné lieu à plusieurs publications, plusieurs rapports qui, j'en suis persuadé, dorment dans le fond d'un tiroir au ministère de l'Équipement. Donc le résultat a été vite connu. On ne fait rien, parce que ça aurait obligé à faire bouger des équilibres institutionnels qui existent depuis longtemps. Autre thème, la gestion des déchets nucléaires en France et le fait que le conflit sur la gestion des déchets nucléaires apparaît vraiment irréductible entre la confiance que certains experts, une majorité d'experts, ont dans les projets et les mouvements de protestation qui s'y opposent. Donc, le dépassement de l'irréductible, phénoménal, chez Jean-Louis Lemoigne, se fait, me semble-t-il, sur 3 registres. Et ces 3 registres sont ma façon de résumer la contribution générale de Jean-Louis. La modélisation systémique d'abord, donc la représentation comme et par un système général. Une épistémologie constructiviste, bien. La connaissance et l'action de construire la connaissance. Et une éthique très exigeante de veille épistémique ou épistémologique. Toujours expliciter loyalement, ça c'est le terme utilisé régulièrement par Jean-Louis, expliciter loyalement les intentions et les présupposés. Quelle est l'actualité de cette réponse? Eh bien, elle fournit un outil puissant pour la prise au sérieux de l'irréductible dans les affaires humaines. Derrière les analyses de complexité de Jean-Louis, il y a la prise au sérieux de l'irréductible. Actualité également dont la légitimité est attestée par son inscription dans le mouvement plus vaste de questionnement épistémologique auquel l'expérience de l'irréductible oblige. L'expérience de l'irréductible m'oblige, ce sont les mots utilisés par Niels Bohr dans son bouquin sur théorie atomique et connaissance humaine. Ça sera repris par John Dewey, en théorie de l'évolution, Stephen Jay Gould de la contingence, Edgar Morin, naturellement, qui cite d'ailleurs dans le papier de 1977 Bohr, et qui obligera, me semble-t-il, de plus en plus dans le questionnement sur notre devenir dans l'Anthropocène. J'ai presque fini. Est-ce que malgré tout, ça pose quelques défis? J'en vois 3. Un défi sémantique. Dans mon domaine d'activité, la recherche, en sciences économiques et ailleurs, donc vous l'avez compris, hein, il y a un fossé entre la complexité des sciences de la complexité, sous-entendu la complexité sérieuse, et la complexité de Morin-Lemoigne, sous-entendu du discours sympathique, mais du discours.
Et il me semble que l'usage du même mot « complexité » pour désigner des choses radicalement différentes, d'un côté sans questionnement épistémologique, de l'autre avec questionnement épistémologique, sans rejeter la complexité phénoménale naturellement, me semble-t-il devrait inciter, c'est ce que je pense, à qualifier la complexité lorsqu'on en parle. Un défi éthique, bien sûr, alors dépasser l'incrédulité, voilà, obstiner, voire l'ostracisme, le rejet, la peur de prendre au sérieux l'irréductible qui règne encore dans de nombreux milieux scientifiques notamment. Et enfin, un défi pragmatique, c'est la lancinante question qui revient souvent à propos de Lemoine et Morin, quelle est l'actionnabilité de cette modélisation? Comment mettre en œuvre la modélisation dans les cas de grande ampleur comme ceux que j'ai cités? Évidemment, dans les cas où c'est de la décision micro à prendre, le rapport est plus immédiat, plus facile à gérer. Eh bien, je dirais qu'en suivant le conseil de Jean-Louis Lemoigne, et là, il reprend une phrase merveilleuse dans la modélisation des systèmes complexes, page 158 et page 169, concevoir. C'est ça le conseil qu'il donne, concevoir, c'est-à-dire chercher ce qui n'existe pas et pourtant le trouver. Ah, je trouve ça formidable. Et pour terminer, juste un clin d'œil à propos de concevoir. Petite publicité personnelle, c'est fini, merci. Avant de passer aux questions, vous avez vu, Robert a eu l'élégance de ne pas faire de publicité pour son livre, son dernier livre, là, qui fait l'objet d'une note de lecture rédigée par Philippe Florence. Vous pouvez trouver ça sur le site. Et donc, merci d'avoir eu cette modestie de mettre un toute petite allusion à la fin. Et vraiment, cette question mérite d'être creusée. Et parmi les projets que nous avons, mais on développera ça en fin de journée, dans la conclusion avec Michel Payet, on veut créer des groupes de réflexion, des cercles, voilà. Et je pense vraiment que ce serait très intéressant d'avoir, pour ceux que cela intéresse, soit présents ici, soit pour tous ceux qui sont à distance, de créer un groupe de travail autour de ce travail considérable que tu as fait sur cette question. Évidemment que tu ne peux pas résumer en un quart d'heure de prise de parole. Voilà. Donc, voilà, c'est un projet pour le futur. Donc, maintenant, nous ouvrons la discussion. Je ne sais pas, Jérôme, comment tu voulais procéder. Voilà, alors, je vais procéder de manière très simple. Il y a une dame qui a perdu un sac. Alors, juste, est-ce que vous avez un... Voilà, madame. Voilà. Est-ce que tu peux le descendre, s'il te plaît, comme ça? Voilà. Est-ce que c'est ce sac-là? Voilà. Merci. Donc, on a, à la première question, on a le sac de la dame. On a le sac de la dame. Très bien. Merci. Alors, donc... Mais il n'y a pas de problème, madame. Vous le perdez quand vous voulez. Alors... C'est parti pour les questions. Ça dégaine là-bas, Soraya. Non, vous n'aurez pas la priorité, c'est le devant de monsieur. Voilà. Pareil pour toi, Mickaël, s'il y a les 2700 questions en ligne. Allez-y, on vous écoute, monsieur. Bonjour. Sur la question du narratif du mot complexité, je me pose la question et je vous interroge tous. Mais gardez le micro près de votre bouche qu'on vous entende. Je me pose la question et je pense que ça nous interroge tous. Comment expliquer la complexité ?
Comment en faire un narratif qui soit transversal. Il y a peut-être un outil qui existe, c'est l'ouvrage de Edgar sur la notion de reliance. Et la reliance et l'éthique. On retrouve là, en tous les cas, c'est l'outil que je prends pour pouvoir le disséminer dans différents pays. Et là, j'ai une écoute attentive et il y a certainement à travailler là-dessus en l'associant à une réflexion sur la notion de finance scientifique dont on parlera après la réunion. Merci. Alors, tout ça en 1 minute pour la réponse. Il me semble que... Le micro. C'est bon, allez-y. Il me semble que Edgar Morin a une façon de résumer la réponse, c'est de dire intégrer le caractère irréductible dans ce qu'on appelle complexité. Si bien que ça nous donne une caractérisation, je n'ose pas dire une définition, ça ferait un peu scolaire ou académique, mais une caractérisation plus générale, enveloppante, du terme complexité. Il y a la complexité limitée au phénomène, celle de l'intrication, de l'enchevêtrement très élevé, que l'on peut désenchevêtrer grâce au calculateur, grâce à l'ordinateur. Est-ce qu'on en sort satisfait ou pas? Quand on découvre de l'effet papillon, est-ce qu'on est content de l'avoir découvert? Est-ce qu'on est content d'assimiler la pandémie de Covid-19 à un effet papillon? Qu'est-ce que ça nous dit sur l'action à entreprendre? Question. Et l'ajout que fait Morin, c'est celui de l'irréductible. Et il me semble que la caractérisation générale est de dire que complexité égale composition d'enchevêtrement très élevé, toujours présent, avec irréductible, le cas échéant. Mais l'irréductible n'est pas un absolu. Dans le cas, par exemple, de l'irréductible apparent du double effectif de mort en France par rapport à la Grande-Bretagne, ça pourrait être traité si l'on tenait compte de ce qu'on peut appeler, sous cet angle-là, du retard de gouvernance de la sécurité routière en France par rapport à la Grande-Bretagne. C'est relatif. C'est ma réponse. Merci. Alors, Oui. une première complément et une deuxième complément. Non, une petite incise, parce que Robert, tout à l'heure, dans son propos, soulignait la question de l'ambiguïté des mots sous le mot complexité. J'ai rédigé à ce propos, on n'avait pas le temps de le présenter ce matin, mais 4 pages, et on le trouve sur le site, la vision de la complexité, une tentative d'explicitation de ce qu'on met sous le mot complexité dans la vision constructiviste. Voilà. Et vous trouvez ça sur le site, 4 pages, c'est rédigé en principe pour le plus grand public. Voilà. Merci. Alors, on va poser... Sinon, ChatGPT peut-être peut vous aider. Allez, le monsieur là-bas. Et puis ensuite, ce sera vous, Bruno. Bonjour. Juste avant la question, juste un petit point intéressant, c'est qu'une sociologue avait établi une corrélation entre le nombre d'enfants battus et le nombre d'accidents de la route pour dire qu'effectivement, il y a souvent des critères inattendus. Alors, sur la question, voilà. Tout à l'heure, on a ouvert une boîte de Pandore intéressante quand on a parlé de la pauvreté. Ce qui est marrant, c'est qu'on a finalement sorti des critères, qui fait qu'en fait, on est tous pauvres. Quand on prend le cas des handicapés, en fait, on a tous des handicaps. On peut être handicapé de la conscience, handicapé de l'amour, tout ce que vous voulez. On a tous des handicaps. Et la question, elle est la suivante, c'est que tant qu'on reste dans les catégories sociales, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un blocage, finalement, à l'usage social de la complexité? Est-ce qu'il ne faut pas attendre vers ce qu'on pourrait appeler une sorte de démocratie quantique dans la capacité à intégrer des éléments hétérogènes de la société, peu importe de qui elle vient, et plus être dans ces catégories sociales? Est-ce que le plus gros frein pour l'usage de la complexité, ce n'est pas ces catégories sociales? Vous pouvez répondre à la question? Merci pour la question. Je n'ai pas de réponse, j'allais dire simple. Ma réponse serait celle de suivre le conseil que nous donne Jean-Louis, être attentif à nos comportements en matière de connaissance et d'action, être vigilant,
expliciter nos intentions, nos présupposés, avoir une attitude humble si l'intention est l'intervention sur le problème que vous mentionnez, à caractère social large. Au-delà de ça, je dois dire que je n'ai pas de réponse plus précise. Merci, Mono. Monsieur d'abord, allez-y. C'est moi, c'est Bruno, c'est la même chose. Oui, alors j'y vais. Oui, c'est vous. Robert, oui, est-ce que vous pouvez dire un tout petit peu plus sur... vous ne me voyez pas, je suis là. Vous êtes... Oh, oh oui. Sur Bohr, la continuité entre Bohr, Dewey et Morin. Qu'est-ce que Bohr a dit? Qu'est-ce que Dewey a repris? Dewey est très important pour nous. Et donc, voilà. Et je trouve très important l'irréductible qui va à l'encontre du réductionnisme, on pourrait dire. Mais en tout cas, j'aimerais bien pour ma culture mieux me souvenir de ce que Bohr a dit, qui déclenche après Dewey, etc. Bohr a dit ce que l'on constate depuis quelques années, on est en 1927, à propos de ce qu'on appelle la quantique, la mécanique quantique, la dualité onde-particule, l'impossibilité à réduire cette dualité à un principe simple. Bohr a dit cela oblige à questionner les raisons de cette impossibilité. Il est le premier à avoir fait le saut pour ça, pour moi, sans emphase de nouveau. Bohr, pour moi, c'est un héros de la science. Parce qu'il a pris le risque, il a tenu tête à Einstein, dans les fameux débats, le fameux débat Bohr-Einstein qui a duré des années et des années, et l'évolution de la mécanique quantique, je ne suis pas un expert de mécanique quantique, mais je m'intéresse à ce qui se passe, les expériences, notamment d'optique, notamment d'aspect, Alain Aspect, à qui ça a valu le prix Nobel, qu'il a eu enfin. Ce prix Nobel était attendu depuis des années et des années, parce que les expériences d'optique au labo d'Aspect qui ont confirmé la vision de Bohr contre Einstein datent des années 80. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, chapeau à Bohr. Le lien avec Dewey. En 1929, Dewey fait des conférences en Écosse qui sont reprises dans La quête de certitude, traduit en français. En 1929, Dewey, qui n'est pas un physicien, qui s'occupe de philosophie de l'éducation et autres, a lu ce qui s'est passé après la conférence de Côme. Il a lu Bohr et Heisenberg. Et il évoque dans La quête de certitude le problème irréductible en physique quantique. Il parle d'indétermination. Vous voyez le lien? Principe d'indétermination à Heisenberg, Dewey, indétermination. Dans le domaine général, ou le plus général possible, celui sur lequel il est. Chez Dewey, c'est l'indétermination, la contingence dans un autre domaine chez Gould, et d'ailleurs, là, il y aurait un thème de recherche pour une thèse de doctorat sur est-ce qu'il y a déjà de la contingence chez Darwin? Y a-t-il des futurs doctorants qui sont intéressés? Attendez, avant de poser la question, il y a monsieur, et puis ensuite, tout en haut, il faudra que tu montes tout en haut, Soraya. Monsieur, levez-vous, s'il vous plaît, qu'on puisse vous voir et vous entendre. Je m'appelle Norbert Tangy, j'ai rencontré Jean-Louis en 1990 à l'Institut du management d'EDF, et depuis, on ne s'est jamais quitté. C'est juste une contribution par rapport à la fois Dewey et l'irréductible et Boston, qu'on a cité à plusieurs reprises. Je signale à votre attention deux excellents documentaires américains de Frederick Wiseman, qui est un très grand cinéaste américain. Le premier s'appelle Ex Libris et décrit le fonctionnement de la grande bibliothèque de New York qui compte plus de 100 000 salariés. Et le deuxième s'appelle City Hall
et décrit le fonctionnement de la municipalité de Boston, qui, contrairement à ce que nous pensons tous, est une des plus pauvres des États-Unis. Je vous renvoie à cela, et en particulier par rapport aux 3 critères qui appuient en fait le message constructiviste, épistémique et éthique, la place du silence, en particulier du silence des élus. Merci beaucoup. À vous là-haut. Attendez, je vous prends le micro. Allez-y. Jérémy Joubert, merci. Une question qui s'apparente peut-être aussi à un problème, à mon avis, c'est le rapport entre complexité et relativisme. Très souvent, lorsqu'on explique on essaie d'avoir une approche ou un traitement, un regard, une réflexion en complexité sur un problème, on nous reproche vous êtes relativiste. Soit parce qu'on va très 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 loin, le cas France-Angleterre au Royaume-Uni, ou est-ce qu'on s'arrête dans le contexte, la prise en compte du contexte culturel, politique, etc. Soit parce qu'on dit les causes de tels phénomènes sont aussi des conséquences donc il y a des boucles de rétroaction, etc. Donc tout est mélangé. Alors on nous dit, alors vous êtes relativiste. Que peut-on répondre simplement à cela parce qu'on est a priori face à des gens qui sont pas toujours qui n'ont pas beaucoup d'attention et de temps pour nous. Alors, ma réponse est celle dont j'ai fait l'expérience quand j'ai eu à préparer cette présentation sur l'irréductible, qui m'a été suggéré par Dominique. Je me suis dit, oui, d'accord, vraiment. J'ai passé des mois à simplifier, essayer de rendre clair. Je ne suis pas sûr d'y être parvenu. Et finalement, ça m'a ramené à la communication de Morin de 1977 et au bouquin de Jean-Louis Lemoigne de 1977, La théorie du système général. Lorsque nous essayons de conduire une action dans un domaine dans lequel nous ne connaissons pas de réponse a priori satisfaisante, eh bien nous agissons, j'ai agi comme si j'étais un système général, ou la projection du système général. Qu'est-ce que c'est le système général ? Ça n'est pas un ensemble d'éléments, etc., chose contre laquelle Jean-Louis s'est toujours élevé. C'est un outil conceptuel d'élaboration, de modélisation, c'est-à-dire de représentation. Et qu'est-ce que c'est un système général ? Ça comprend de l'action, une structure pour l'action, une certaine autonomie, l'évolution de la structure pour une intention, une finalité, dans un environnement actif. Et la réponse à la critique de relativisme, c'est de dire que c'est l'environnement actif et l'intention qui déterminent la direction de la réponse ou la direction de la réflexion. Et l'environnement actif est susceptible d'être complètement différent d'une personne à une autre, d'une situation à une autre, mais c'est l'environnement et le couple intention-environnement qui, me semble-t-il, détermine l'état des choses et le processus. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions en ligne, Michael ? Oui, il y en a une de François Raffin. Que pensez-vous du cadre Cinefin développé par Dave Snowden ? Cinefin, pardon. Je l'ai francisé. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris la question. Oui, alors, je la répète. Que pensez-vous du cadre Cinefin qui a été développé par Dave Snowden ? Du cadre Cinefin. Je suis incompétent pour vous répondre. Voilà. Donc c'est une très bonne réponse, assez rapide et lapidaire. Nous avons le président qui va compléter. C'est le joker. Voilà, au cas où vous ne le savez pas, le président sort avec une réponse. Le cadre Cinefin, ça date après 2004-2005. C'est Dave Snowden, effectivement, qui a initié ça et qui l'a développé. Si vous regardez, ils ont un cadran habituel où ils vont vous expliquer qu'il y a ce qui est simple, évident, il y a ce qui est chaotique, il y a ce qui est compliqué, il y a ce qui est complexe. Et sur cette base-là, ils travaillent, alors ils sont surtout pour les gens qui sont dans les organisations, dans une dimension pratique. Donc comme vous le voyez, le cadre qu'on vient de vous présenter
est extrêmement simpliste du point de vue du paradigme constructiviste. Il correspond à ce qui se disait déjà dans les années 80 en termes de distinction. Cela étant dit, quand vous voulez intervenir dans les organisations, la plupart du temps, vous êtes confronté à des gens pour qui ces distinctions, qui semblent pour nous simplistes, sont déjà un pas immense en avant dans la compréhension qu'ils peuvent avoir de leur environnement. Donc ça fait partie des multiples initiatives dans le monde que nous observons, que nous qualifions, et qui sont utiles pour faire progresser la prise de conscience. En même temps, il faut les situer dans la vague, par rapport à l'avant-pointe de ce qu'on vous présente aujourd'hui. On est très loin. Alors, cinéphile en gallois, ça veut dire quoi? Puisque c'était ça qu'il avait donné. Alors que je ne me souviens plus, mais effectivement, bon, oui. Allez, oui. ChatGPT, aide-nous. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Basta così. Bon, alors là, vous êtes absolument tous extraordinaires. Un petit mot de conclusion ou c'est bon? Merci de votre attention. Oh ben voilà, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Alors, c'est avec une immense joie que de vous dire que nous avons 4 minutes d'avance sur le programme. Bravo à tous. Merci aux intervenants. Bravo à toutes les questions. Alors, quelques petites indications concernant notre pause déjeuner. Premièrement, il y a 53 personnes ici qui ont réservé pour le déjeuner. Seules celles qui ont réservé ont le droit de manger ici. Voilà, ça c'est vu. Premièrement. Deuxièmement, il y a une personne qui a demandé quelque chose sans gluten. Elle est priée de se présenter à la réception ici pour qu'on lui donne à manger sans gluten. Troisièmement, ce n'est pas parce que alors vous êtes les 49 autres qui n'ont pas réservé, honte à eux, vous avez le droit de manger aussi. Il se trouve que tout autour de la place du Colonel Bourgoin, vous avez 6 restaurants ou bars absolument géniaux qui seront très heureux de vous accueillir. Cependant, mesdames, messieurs, ne prenez pas entrée, plat, fromage, dessert, car à 14h pétantes, nous redémarrons l'après-midi avec plein de choses extraordinaires. Nous avons la présentation des ressources du site internet MCX, nous avons la vidéo d'Edgar Morin, nous avons la 3e table ronde animée par Dominique sur la modélisation systémique. Et ensuite, nous aurons encore plein de choses avec Philippe Florence et une conclusion que le président est en train d'aménager avec des invités surprises qui sont dans la salle qui ne savent pas encore qu'ils seront les invités. Donc je vous préviens, dès que vous avez moins de 40 ans, déjà, il y en a beaucoup moins. Moins de 40 ans, vous serez peut-être invité par le président pour la finale. Alors, soit vous vous barrez avant 18h en étant dire « moi, je ne suis pas loin », soit au contraire, vous avez des choses à dire et à ce moment-là, ce sera très bien que le président vous accueille. Mesdames, messieurs, je vous remercie beaucoup et je vous retrouve donc tous à 14h. Bon appétit.